Le jour de mon anniversaire, mes parents ont organisé un dîner avec 100 membres de la famille juste pour me renier. Ma mère a arraché mes photos du mur, mon père m'a tendu une facture de 248 000 $, chaque centime que nous avons gaspillé pour t'élever. P.O. ne nous recontactez plus jamais. Ma sœur a attrapé les clés de ma voiture sur la table, papa m'a déjà transféré le titre de propriété. Ils ont même fait venir mon patron pour me licencier sur le champ alors que je me tenais là en silence. Je suis parti sans un mot 4 jours plus tard, il m'appelle 50 fois par jour. Je m'appelle Maya Miller. J'ai 26 ans. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas crié. Je me suis juste retourné et j'ai commencé à marcher. L'allée était longue. Elle était bordée de voitures chères. Ma voiture était là, celle pour laquelle Brooklyn venait de prendre les clés. Je suis passé devant. Je ne l'ai pas regardé. Je pouvais sentir leurs yeux sur mon dos. Je pouvais sentir la chaleur de leur regard. Je savais qu'ils attendaient que je craque. Ils voulaient que je me retourne et que je supplie. Ils voulaient que je pleure et que je demande qu'on me ramène. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. J'ai franchi les grilles en fer du domaine. Le métal lourd s'est refermé derrière moi dans un clic. Ce son était définitif. C'était le bruit d'une porte de prison qui s'ouvre, pas qui se ferme. J'étais dehors, ils étaient dedans. Mon appartement était à 3 miles de là. Je portais des talons hauts. C'étaient des escarpins nudes, chers et serrés. C'étaient des chaussures faites pour s'asseoir à une table de dîner, pas pour marcher sur l'asphalte. J'ai fait le premier pas sur la route principale. Le soleil se couchait. Le ciel était un mélange d'orange et de violet, mais je ne me souciais pas de la vue. Je me souciais seulement de mettre un pied devant l'autre. Le premier mile a été un pur choc. Mon esprit était vide. C'était comme de la friture sur un écran de télévision. Je ne faisais que rejouer la scène du jardin. Le sourire de mon père. Le poids du portfolio en cuir dans ma main. La main cupide de Brooklyn tendue pour mes clés. Mon patron regardant ses chaussures. Au deuxième mile, la douleur physique a commencé. Mes talons frottaient contre l'arrière de mes chevilles. Je pouvais sentir la peau se déchirer. Une ampoule s'est formée puis a éclaté. La brûlure était vive. Cela m'a réveillé. Je me suis arrêté un instant et j'ai regardé vers le bas. Il y avait une petite tache de sang sur l'arrière de ma chaussure. J'ai enlevé mes chaussures. Je les ai tenues à la main. J'ai marché pieds nus sur le trottoir. Le béton était rugueux et encore chaud de la journée. Il écorchait la plante de mes pieds. La douleur faisait du bien. Elle était réelle. La douleur dans mon cœur était encore trop grande pour être comprise. Mais la douleur dans mes pieds était simple. Elle me ramenait à la réalité. J'ai continué à marcher. Des voitures passaient devant moi. Les gens regardaient par leurs fenêtres. Ils voyaient une femme en jolie robe marcher pieds nus sur le bord de la route en portant un dossier en cuir. Ils pensaient probablement que j'étais folle. Peut-être que je l'étais. Ou peut-être que je voyais enfin clair pour la première fois. J'ai commencé à penser que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute qui avait dégénéré. Mes parents n'avaient pas juste perdu leur calme. On ne tape pas une facture de 248 000 $ par accident. On n'invite pas un patron à une fête juste pour licencier un employé par accident. C'était un plan. Ils s'étaient assis et avaient planifié cela. Ils avaient probablement dîné avec Brooklyn et en avaient discuté. Ils avaient choisi la date, mon anniversaire. Ils avaient choisi le lieu, leur jardin. Ils avaient choisi le public, la famille. C'était une attaque coordonnée. C'était une embuscade. Pourquoi ? Les questions tournaient dans ma tête. Pourquoi ferait-il cela ? J'avais été une bonne fille. J'avais de bonnes notes. J'avais un bon travail. Je ne leur avais jamais demandé d'argent. J'étais indépendante. Et là, ça m'a frappé. C'était ça le problème. J'étais indépendante. J'ai atteint mon immeuble. Mes pieds étaient sales et ensanglantés. Mes jambes tremblaient. J'ai monté les escaliers parce que je ne voulais voir personne dans l'ascenseur. J'ai déverrouillé ma porte. Mon appartement était petit.
Il était calme. Il sentait le nettoyant au citron et les vieux livres. Il était à moi. Je payais le loyer. J'avais acheté les meubles. J'ai lâché le portfolio en cuir sur le sol. Il a fait un bruit lourd. Je ne suis pas allé dans la cuisine pour prendre de l'eau. Je ne suis pas allé dans la salle de bain pour me laver les pieds. Je suis allé directement à mon bureau. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait d'une lueur bleue. C'était la seule lumière dans la pièce. J'ai tapé mon mot de passe. Mes doigts volaient sur les touches. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais plus. Je me sentais froide. Un froid glacial et profond à l'intérieur de ma poitrine. Mon père se croyait intelligent. C'était un homme d'affaires. Il gérait des contrats et des poignées de main. Il pensait que le pouvoir résidait dans l'argent et les cris. Il ne comprenait pas mon monde. Je suis analyste de données. Je comprends les schémas. Je comprends les chiffres. Je comprends comment trouver des choses que les gens veulent cacher. J'ai ouvert une fenêtre de terminal. La boîte noire est apparue à l'écran avec un curseur blanc clignotant. Elle attendait ma commande. D'accord, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. Ma voix était rauque. Vous voulez une guerre? Nous allons faire la guerre. Ils pensaient m'avoir tout pris. Ma voiture, mon travail, mi famille. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais plus seulement leur fille. J'étais une menace. Et j'allais les combattre sur mon propre terrain. J'allais utiliser les données. J'ai regardé le portfolio sur le sol. Pendant un long moment, je ne l'ai pas touché. Il restait là comme un animal mort. Finalement, je me suis penché et je l'ai ramassé. Le cuir était lisse. Il sentait le bureau de mi-père. Il sentait l'argent et la vieille eau de Cologne. Je l'ai rouvert. J'ai sorti l'unique feuille de papier. Elle était imprimée sur du papier de lin de haute qualité. L'en-tête portait le logo du cabinet de conseil de mon père. C'était une belle touche. Il voulait rendre cela officiel. Facture à Maya de la part de William et Elena, date 12 décembre, objet remboursement pour service rendu. J'ai relu la liste, chambre et pension 18 ans $180 000, vêtements et produits de première nécessité $25 000, frais médicaux $15 000, éducation différence école privée $20 000, frais de dérangement $8 000, total du $248 000. J'ai fixé les chiffres, les zéros dansaient devant mes yeux. Les frais de dérangement étaient ce qui faisait le plus mal. $8 000 pour le dérangement d'avoir un enfant. Était-ce pour les nuits où je pleurais quand j'étais bébé? Était-ce pour les fois où je tombais malade? J'ai regardé la ligne chambre et pension. Je me suis souvenu de ma chambre. Elle était toujours froide. Je n'avais pas le droit de mettre des posters sur les murs. Je n'avais pas le droit de garder la porte fermée. Ce n'était pas une chambre. C'était un espace de stockage où il me gardait. J'ai regardé les vêtements. Je me suis souvenu que je portais les vêtements trop petits de Brooklyn. Brooklyn avait toujours les manteaux neufs, les bottes neuves. Je récupérais ce qui ne lui allait plus, même si c'était trop grand ou de la mauvaise couleur. Et maintenant, il me facturait cela. J'ai posé le papier sur mon bureau. J'avais la nausée. Mais alors que je le regardais, la nausée s'est transformée en autre chose. Elle s'est transformée en clarté. Cette feuille de papier n'était pas une facture. C'était une confession. Des parents normaux ne tiennent pas d'ardoise. Des parents normaux ne calculent pas le coût des couches et du lait. Quand on a un enfant, on accepte de s'en occuper. C'est le marché. On n'envoie pas une facture 18 ans plus tard. Mais mes parents n'étaient pas normaux. C'étaient des narcissiques. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un investissement. J'étais comme une action qu'ils avaient achetée. Ils y mettaient de l'argent et ils en attendaient un retour. Ils s'attendaient à ce que je sois célèbre, ou riche, ou marié à un homme puissant pour pouvoir se vanter de moi. Mais je n'étais rien de tout cela. J'étais juste Maya. Je travaillais dans la tech. J'habitais dans un petit appartement. J'étais discrète. Je ne leur offrais pas de quoi se vanter. Donc, dans leur esprit, l'investissement avait échoué.
Ils voulaient récupérer leur argent. Tout prenait du sens à présent. La façon dont ma mère soupirait quand je parlais de mon travail. Les ordinateurs sont tellement ennuyeux, Maya, disait-elle, Brooklyn fait du mannequinat maintenant. Ça, c'est excitant. Ils détestaient que je sois compétente. Ils détestaient que je n'ai pas besoin d'eux. Quand j'ai eu 20 ans, je suis parti de la maison. J'ai cumulé 2 emplois pour payer mon propre loyer. Je pensais qu'ils seraient fiers. Je me trompais. Ils étaient en colère. Ils ont arrêté de m'inviter à dîner pendant des mois. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. Maintenant, je comprenais. Ils détestent l'indépendance. Si je suis indépendante, ils ne peuvent pas me contrôler. Si je paye mes propres factures, ils ne peuvent pas me dire quoi faire. Si je conduis ma propre voiture, je peux m'enfuir loin d'eux. C'est pour ça qu'ils ont pris la voiture aujourd'hui. Ce n'était pas une question de voiture. C'était une question de mobilité. Ils voulaient me priver de sortie comme une adolescente. C'est pour ça qu'ils m'ont fait licencier. Ce n'était pas une question de travail. C'était une question d'argent. Sans salaire, je ne peux pas payer mon loyer. Si je ne peux pas payer mon loyer, je dois retourner vivre chez eux. J'ai regardé à nouveau la facture. Ils veulent que je revienne, ai-je chuchoté. Ils ne voulaient pas se débarrasser de moi. Ils voulaient me briser. Ils voulaient que je perde tout. Mon logement, ma carrière, ma fierté, pour que je doive ramper pour revenir chez eux. Ils voulaient que je dorme dans mon ancienne chambre froide, que je leur demande de l'argent, que je dépende d'eux pour manger. Ils voulaient une esclave. Ils voulaient une victime. J'ai senti un feu s'allumer dans mon estomac. Il a brûlé la tristesse. Ils avaient commis une erreur. Une grande erreur. Ils pensaient que me montrer cette facture me ferait peur. Ils pensaient que la dette m'écraserait, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a libéré parce que maintenant je connaissais les règles. Ce n'était pas une relation familiale. C'était une transaction. Et si c'était une transaction, je pouvais l'auditer. Vous voulez parler d'argent, ai-je dit au papier, d'accord, parlons d'argent. Je me suis retourné vers mon ordinateur. Le curseur clignotait toujours, en attente. Ils m'avaient envoyé une facture de 248 000 $, mais ils avaient oublié quelque chose. J'avais accès à des choses qu'ils ignoraient. Je savais où se trouvait le véritable argent, et je savais qu'il n'était pas aussi propre qu'ils le prétendaient. Je n'allais pas payer cette facture. J'allais leur envoyer la mienne. Mon téléphone vibrait depuis 2 heures. Il vibrait sur le bureau comme un insecte en colère. J'ai regardé l'écran. Des SMS de cousins. Des messages d'amis qui avaient entendu les ragots. Des notifications d'Instagram. C'est vrai que tu t'es fait virer? Oh mon Dieu, ton père est tellement furieux. J'ai vu la story de Brooklyn. Tu vas bien? Je ne les ai pas ouverts. Je n'ai pas répondu. Le silence est un mur. Je restais derrière mon mur, mais je ne pouvais pas rester silencieuse concernant mon travail. C'était le premier pilier qu'ils avaient essayé d'abattre. Je devais régler cela immédiatement. Mon patron, celui qui m'avait licencié à la fête, était un homme faible. Son nom était Gary. Gary avait peur de mon père. Mon père était un grand donateur du fonds de charité de l'entreprise. Gary avait probablement pensé que me licencier ferait plaisir à mon père. Gary ne se souciait pas des lois du travail ni de l'équité. C'était un lâche. Si j'appelais Gary, il n'écouterait pas. Il bégayerait et se chercherait des excuses. Je devais passer au-dessus de lui. J'ai regardé l'horloge. Il était 21 heures. Tard, mais pas trop tard pour les personnes au sommet. J'ai cherché dans mes contacts David Henderson. David était le directeur régional. Il était 3 niveaux au-dessus de Gary. Il y a 6 mois, notre entreprise a subi une violation massive de données. C'était un dimanche. Personne ne répondait au téléphone. J'étais la seule à avoir remarqué que le serveur se comportait bizarrement. Je suis intervenu. J'ai stoppé la fuite. J'ai évité à l'entreprise de perdre des millions de dollars en poursuites judiciaires potentielles. David m'avait appelé personnellement pour me remercier. Il m'avait donné son numéro de portable personnel.
Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Maya, appelle-moi, avait-il dit. J'espérais qu'il le pensait vraiment. Mes mains étaient stables pendant que je composais le numéro. Ça a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur martelait ma poitrine. Et s'il ne répondait pas? Et s'il croyait mes parents lui aussi? Ici David. Sa voix était grave et fatiguée. David, c'est Maya du service d'analyse de données. Il y a eu une pause. Maya, on est dimanche soir. Tout va bien? Le serveur est en panne? Le serveur va bien, ai-je dit. Ma voix était calme. Je canalisais cette sensation de froid dans ma poitrine. Mais j'ai un problème. Je viens d'être licencié par Gary lors d'une fête privée à cause d'un différend personnel avec mes parents. David est resté silencieux un instant. Excuse-moi, tu as été licencié quand? Il y a 2 heures. Gary était invité chez mes parents. Mon père est en colère contre moi pour des raisons personnelles. Il a dit à Gary de me licencier. Gary l'a fait devant une centaine de personnes. Je suis resté simple. Des faits uniquement, pas d'émotion. Je ne lui ai pas dit que j'étais rentré pieds nus. Je ne lui ai pas parlé de la facture. Je lui ai juste fait part de la violation professionnelle. C'est extrêmement irrégulier, a dit David. Sa voix semblait plus tranchante à présent, et illégale. Je sais, ai-je dit. Je suis l'une de vos meilleures analystes, David. Mes évaluations de performance sont parfaites. J'ai sauvé le réseau il y a 6 mois. Je suis puni parce que mon père est un donateur. Je vous appelle parce que je respecte cette entreprise. Je ne veux pas intenter de procès pour licenciement abusif. Je veux juste faire mon travail. J'ai retenu mon souffle. J'avais abattu ma carte. La menace de procès était subtile, mais elle était là. David n'a pas hésité. Donne-moi 10 minutes, Maya. Raccroche. Je te rappelle. J'ai posé le téléphone. La pièce était de nouveau silencieuse. 10 minutes. C'était comme 10 ans. J'ai fixé l'horloge sur le mur. L'aiguille des secondes tournait lentement. Tic, tac, tic, tac. C'était le test. Étais-je sans pouvoir ou avais-je de la valeur? Mes parents m'avaient dit que je n'étais rien sans eux. Ils disaient que ma réussite était due à leur nom. Tu n'as été embauché que parce que tu es une Miller, disait souvent ma mère. J'ai attendu. 8 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était David. Maya, je suis là. J'ai parlé à Gary, a dit David d'une voix dure comme la pierre. Il a confirmé l'histoire. Il a admis avoir agi sous la pression de ton père. Je vois. Gary n'est plus le manager de ton département, a dit David. Mes yeux se sont agrandis. Le licenciement est annulé, a continué David. Il n'a jamais eu lieu. Tu es toujours employé. En fait, je te transfère dans l'équipe de sécurité senior. Tu relèveras directement du siège social, pas de la succursale locale. Gary ne peut plus te toucher. Tes parents ne peuvent plus te toucher. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Merci, David. Et Maya? Oui. Nous ajoutons une prime de rétention. Une augmentation de 10% à effet immédiat. Nous n'aimons pas les influences extérieures dans notre entreprise. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Merci encore, ai-je dit. À lundi. J'ai raccroché. Je me suis adossé à ma chaise. Je l'avais fait. Mes parents avaient essayé de couper mes revenus. Ils avaient essayé de me rendre indigente pour que je revienne en rampant. À la place, j'avais fait licencier leur ami. J'avais obtenu une promotion et une augmentation. Pour la première fois de la nuit, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire sombre, crispé. Premier coup. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais la petite fille qui pleurait quand elle faisait tomber sa glace. Il ne connaissait pas la femme que j'étais devenue. Il ne savait pas que pendant qu'il jouait à des jeux mondains, je bâtissais une carrière basée sur de réelles compétences. J'ai regardé à nouveau la facture. 248 000 $. Vous voulez de l'argent? Me suis-je dit, je viens d'en gagner plus.
Mais je n'avais pas fini. Récupérer mon travail n'était que de la défense. Je devais passer à l'offensive. Je me suis retourné vers la fenêtre de terminal sur mon écran. Il était temps d'examiner les finances de la famille. J'étais en sécurité pour l'instant. J'avais mon travail. J'avais mon salaire. Mais cela ne suffisait pas. Mes parents m'avaient attaqué. Ils m'avaient humilié. Et surtout, ils m'avaient remis une facture affirmant que je leur devais de l'argent. Je devais vérifier si c'était vrai. Mon père, William, était de la vieille école. Il gardait ses mots de passe dans un carnet dans le tiroir de son bureau. Je le savais parce que je jouais dans son bureau quand j'étais enfant, mais je n'avais pas besoin du carnet physique. Il y a 2 ans, mon père m'avait demandé d'installer son réseau Wi-Fi domestique et son nouvel ordinateur. « Tu t'y connais en machine ? Règle ça », m'avait-il aboyé dessus. Je l'avais fait. Et pendant que j'y étais, j'avais configuré un accès dérobé. Je ne l'avais pas fait pour l'espionner à l'époque. Je l'avais fait parce que je savais qu'il oublierait son mot de passe et m'en rejetterait la faute. Je voulais un moyen de le réinitialiser à distance pour qu'il ne me crie pas dessus. Maintenant, cet accès dérobé était mon arme. J'ai tapé la commande. Connexion à l'autre 192.168.1.55. Accès accordé. J'étais dans son ordinateur. C'était trop facile. Il n'avait pas de double authentification. Il n'avait pas de pare-feu complexe. Il était arrogant. Il pensait que personne n'oserait le toucher. J'ai navigué dans ses dossiers, mes documents, finances, déclarations d'impôts. J'ai commencé à ouvrir des fichiers. Je me sentais comme un détective dans un film, mais il n'y avait pas de musique, juste le ronronnement du ventilateur de mon ordinateur portable. J'ai d'abord regardé les relevés bancaires. Mes parents étaient riches, mais ils ne l'étaient pas autant qu'ils le prétendaient. Ils dépensaient beaucoup. Les cotisations du country club, les paiements de location de voitures, les bijoux. Ils vidaient leur trésorerie pour paraître importants. Puis j'ai trouvé le dossier intitulé « Trust ». Mon cœur a raté un battement. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était décédée il y a 5 ans. Elle m'aimait. Elle était la seule à m'aimer vraiment. Elle me donnait des biscuits en cachette quand ma mère me mettait au régime. Elle me faisait la lecture. Quand elle est morte, il y avait un testament. Mes parents m'avaient dit qu'elle leur avait tout laissé pour qu'ils le gèrent pour la famille. J'avais 21 ans à l'époque. Je les avais crus. Je n'avais pas posé de questions. J'étais en deuil. J'ai ouvert le fichier. Distribution de la succession de grand-mère Rose PDF. J'ai lu le texte juridique. Mes yeux ont parcouru les pages. Je lègue par la présente la somme de $500 000 à ma petite fille Maya. J'ai arrêté de respirer. $500 000. Elle m'avait laissé un demi-million spécifiquement à moi, pas à la famille. À Maya, à conserver en fiducie jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 21 ans. J'avais 26 ans. Où était l'argent ? J'ai commencé à chercher plus profondément. J'ai cherché le numéro de compte indiqué dans le testament. J'ai retracé les transferts. L'argent avait été déposé sur un compte séparé il y a 5 ans. Puis les retraits avaient commencé. Retrait $50 000 transférés sur le compte chèque joint de WE. Retrait $85 000 à chaque concessionnaire Mercedes-Benz. Je me suis figé. La Mercedes. Celle que Brooklyn conduisait, celle dont elle se vantait. Papa me l'a achetée parce que je suis sa préférée, avait-elle dit. Il ne l'avait pas achetée. C'est moi qui l'avais achetée. L'argent de ma grand-mère. Mon argent avait payé la voiture de Brooklyn. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. La trahison était physique. Elle me tordait l'estomac. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient méchants. Ce n'était pas seulement qu'ils m'ignoraient. C'étaient des voleurs. J'ai continué à chercher. Retrait $20 000 entrepreneur en rénovation. C'était pour la nouvelle cuisine dans laquelle je n'avais pas le droit de cuisiner. Retrait $10 000 vacances à Paris. Le voyage qu'ils avaient fait sans moi. Ils l'avaient vidé. Entièrement. Le solde du compte de fiducie était de $45,12. Ils avaient volé un demi-million de dollars à leur propre fille.
Ils avaient dépensé mon héritage pour eux-mêmes et pour Brooklyn. Et puis aujourd'hui, ils m'avaient remis une facture de 248 000 $. L'audace était stupéfiante. C'était diabolique. Je me suis rassise, tremblante. Les larmes sont enfin venues. Des larmes chaudes et de colère. Je les ai essuyées brusquement. Grand-mère Rose voulait que je sois en sécurité. Elle voulait que j'aie un départ dans la vie. Elle connaissait mes parents. Elle savait qu'ils ne m'aideraient pas. Cet argent était sa protection. Et ils l'avaient pris. Ils avaient pris son amour et l'avaient transformé en voiture de sport et en vacances. J'ai regardé l'écran. J'avais les preuves. J'avais les relevés bancaires. J'avais les signatures numériques. La signature de mon père. La signature de ma mère. Ce n'était plus un simple différend familial. C'était un crime. C'était un détournement de fonds. C'était une fraude. J'ai enregistré chaque fichier. J'ai fait des copies. Je les ai sauvegardés sur un serveur cloud auquel ils ne pouvaient pas toucher. J'étais rentré chez moi en me sentant comme une victime. Je me sentais petite et effacée. Mais maintenant j'étais la personne la plus dangereuse de leur vie. Je n'allais pas seulement me défendre. J'allais reprendre ce qui m'appartenait. Mais j'ai vu autre chose dans les relevés. Quelque chose d'étrange. Il y avait des transferts mensuels sortant vers un compte que je ne reconnaissais pas. 5 000 $ chaque mois. Le destinataire était BS Lifestyle LLC. J'ai vérifié les documents de constitution de cette LLC. Le propriétaire était Brooklyn Scarlett. Ma sœur. Attendez. Mes parents disaient que Brooklyn se cherchait. Ils disaient qu'elle travaillait sur sa carrière de mannequin, mais les dossiers bancaires montraient des paiements réguliers et planifiés du compte professionnel de mes parents vers la société écran de Brooklyn. Et en regardant de plus près, l'autorisation de ces transferts provenait de l'identifiant d'utilisateur de Brooklyn. Elle ne recevait pas simplement une allocation. Elle avait un accès. Je me suis penché plus près de l'écran. Brooklyn n'était pas seulement l'enfant gâté préféré. Elle était complice. Je devais en voir plus. Je devais voir exactement ce que faisait ma petite sœur. J'ai tapé une nouvelle commande. J'allais plus loin. J'étais assise dans le noir. La lueur de l'écran d'ordinateur était la seule lumière. Mes yeux étaient fatigués, mais mon cerveau était en éveil. J'avais trouvé le fonds de fiducie volé. C'était le premier crime, mais les relevés m'indiquaient autre chose, quelque chose d'actif. Je regardais les transferts vers BS Lifestyle LLC. 5 000 $ chaque mois. Je devais savoir d'où venait cet argent. Mes parents se plaignaient constamment d'argent. Ils disaient que le marché était mauvais. Ils disaient que les impôts étaient trop élevés. Alors, où trouvaient-ils 60 000 $ supplémentaires par an pour les envoyer à une société écran? J'ai retracé les dépôts sur le compte professionnel de mes parents. J'ai vu un schéma. Chaque mois, le premier jour, un virement bancaire arrivait de Kevin et Michelle Miller. Montant 5 000 $. Motif fonds d'investissement startups technologiques. Oncle Kevin et tante Michelle. Mon cœur s'est serré. Oncle Kevin était le frère cadet de mon père. C'était un homme bon. Il n'était pas très doué avec l'argent, mais il était bienveillant. Il travaillait comme entrepreneur. Il construisait des maisons. Il travaillait de ses mains. Tante Michelle était enseignante. Ils n'avaient pas des millions. Ils économisaient chaque centime. Je me suis souvenu d'un barbecue familial l'été dernier. Oncle Kevin buvait une bière. Il avait l'air heureux. Il m'avait dit, « Ton père est un génie, Maya. Il nous aide à investir nos économies de retraite. Nous allons pouvoir prendre notre retraite plus tôt. Il place ça dans ses nouvelles entreprises technologiques. » J'ai eu la nausée. J'ai de nouveau regardé les relevés bancaires. L'argent arrivait de chez Kevin et Michelle le premier du mois. Il restait sur le compte professionnel de mon père pendant 24 heures. Puis le 2, un transfert sortait. Vers BS Lifestyle LLC. Montant 5 000 $. Il n'y avait pas de startups technologiques. Il n'y avait pas d'investissement. Mon père prenait l'argent de la retraite de son propre frère.
Il le blanchissait via son compte professionnel puis l'envoyait à Brooklyn. J'ai tapé la commande de recherche pour BS Lifestyle LLC. Je devais voir les dépenses. S'il s'agissait d'une entreprise légitime, il devait y avoir des dépenses professionnelles. Bureau, loyer, équipement, paie. J'ai piraté le mot de passe du portail bancaire de la LLC. C'était Brooklyn 123. Elle était si paresseuse. J'ai ouvert les relevés. Débit Sephora $450, débit Delta Airlines première classe $1,200, débit le Ritz-Carlton $3,000, débit Gucci $800. Ce n'était pas une entreprise. C'était une caisse noire. Oncle Kevin transpirait sur des chantiers de construction, portait du bois, s'esquintait le dos. Tante Michel corrigeait des copies jusqu'à minuit. Ils envoyaient cet argent à mon père, lui faisant confiance pour bâtir leur avenir. Et mon père le donnait à Brooklyn pour acheter des sacs à main. J'ai ressenti une rage si chaude qu'elle a fait frémir mes doigts. C'était pire que ce qu'il m'avait fait. Me voler était une chose. J'étais jeune. Je pouvais travailler. Je pouvais m'en remettre. Mais Kevin et Michel, ils avaient la cinquantaine. C'étaient les économies de toute leur vie. Mais je devais être sûr concernant Brooklyn. Peut-être qu'elle ne savait pas. Peut-être que mon père lui avait juste donné une carte de crédit. Peut-être pensait-elle que c'était son argent à lui. J'ai regardé les journaux d'autorisation des transferts. Dans le milieu bancaire, lorsque vous déplacez de l'argent depuis un compte professionnel, vous avez besoin d'une signature numérique. J'ai extrait le journal du transfert du mois dernier. Identifiant d'utilisateur Bmiller 2 adresse IP 192.168.1.55. L'appareil de la maison le MacBook Pro de Brooklyn Action transfert autorisé. Elle savait qu'elle ne faisait pas que recevoir l'argent. Elle se connectait au système. Elle initiait le transfert du compte de l'entreprise vers sa LLC. Elle voyait la source des fonds. La ligne indiquait « Kevin entrant ». Elle cliquait sur « Approuver ». Je me suis adossé. J'ai pensé à Brooklyn lors de la fête aujourd'hui. Elle avait l'air si parfaite. Ses cheveux étaient brillants. Sa robe coûtait plus cher que mon loyer. Elle avait réclamé mes clés de voiture avec un sourire narquois. Elle n'est plus à toi, avait-elle dit. Elle jouait le rôle de la fille gâtée et innocente à la perfection. Tout le monde pensait qu'elle était juste un peu sotte. Tout le monde pensait qu'elle était juste un joli visage qui aimait faire du shopping. Mais elle ne l'était pas. C'était une criminelle. Elle commettait une fraude électronique. Elle conspirait avec mon père pour détourner l'argent de nos parents. Elle regardait son oncle, l'homme qui lui donnait des cartes d'anniversaire, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo. Et elle volait son avenir pour s'acheter du maquillage cher. Elle était pire que mes parents. Mes parents étaient des narcissiques, certes, mais Brooklyn, elle, était une sociopathe. Elle ne ressentait rien. J'ai regardé l'écran. J'avais tout. J'avais la chaîne de preuves. Le vol du fonds de fiducie, le vol commis contre moi. La fraude à l'investissement, le vol commis contre Kevin et Michel, la société écran, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale. Ils ne déclaraient certainement pas cela comme un revenu. J'ai regardé l'horloge. Il était 3 heures du matin. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas mangé. Mes pieds pulsaient encore à cause de la marche, mais je me sentais éveillé. Je me sentais puissante. Ils voulaient m'effacer. Ils voulaient me réduire à zéro. Au lieu de cela, ils m'avaient donné les clés de leur destruction. Je me suis souvenu de la facture qu'ils m'avaient donnée, $248,000. J'ai ouvert une calculatrice. Le fonds de fiducie de ma grand-mère, $500,000. Les intérêts sur 5 ans, de manière conservatrice, $100,000. L'argent volé à oncle Kevin sur 4 ans, $240,000. Ma voiture, qu'ils avaient prise, $35,000. Total volé, $875,000. Et ils avaient le culot de me demander de l'argent. J'ai ri. C'était un son court et sec dans la pièce calme. Je n'allais pas les poursuivre en justice. Les procès prennent des années. Les avocats coûtent cher. Mes parents feraient traîner les choses. Ils mentiraient. Ils charmeraient le juge. Non, je n'allais pas aller au tribunal. J'allais voir la famille.
Mes parents ne se souciaient que d'une chose par-dessus tout, leur image. Ils se souciaient de ce que les gens pensaient. Ils se souciaient d'être la famille parfaite au country club. Ils se souciaient d'être les bienfaiteurs riches et prospères. Si je les poursuivais, ils pourraient déformer l'histoire. Ils pourraient dire que j'étais une fille folle et ingrate. Mais si je montrais la vérité, si je montrais les chiffres ne mentent pas. J'ai commencé à organiser les fichiers. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « La vérité ». J'y ai fait glisser le PDF du testament. J'y ai fait glisser les relevés bancaires. J'y ai fait glisser les enregistrements des virées shopping de Brooklyn. J'y ai fait glisser les archives de mai. Je construisais une bombe numérique. J'ai repensé à Brooklyn. Je me demandais si elle dormait profondément dans ses draps de soie. Je me demandais si elle rêvait de ses prochaines vacances. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de s'arrêter. Elle pensait qu'elle était le personnage principal. Elle pensait que j'étais juste une figurante. Elle se trompait. J'ai cliqué sur le dossier de BS Lifestyle LLC une dernière fois. J'ai pris une capture d'écran du bouton d'approbation avec son nom d'utilisateur juste à côté. Je te tiens, ai-je chuchoté. J'étais prête pour l'étape suivante. Le soleil se levait. Le ciel dehors, à ma fenêtre, était gris et nuageux. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. C'était approprié. J'avais le dossier. Maintenant, je devais le mettre en forme. J'ai ouvert un éditeur de documents. Je ne voulais pas simplement envoyer un tas de fichiers en vrac. Les gens s'y perdent avec des fichiers en vrac. Je voulais que ce soit une histoire. Une histoire qu'ils ne pourraient pas s'arrêter de lire. J'ai créé un unique document PDF. Page 1, la page de garde. J'ai tapé le titre en grandes lettres grasses. Audit familial. Une revue financière. Page 2, l'introduction. Je suis resté simple. Hier, j'ai reçu une facture de 248 000 $ pour le coût de mon éducation. Cela m'a incité à examiner les finances de la famille pour m'assurer que toutes les dettes sont réglées. Ci-dessous figure le résultat de cet examen. Page 3, le fonds de fiducie de grand-mère Rose. J'ai mis le scan du testament. À gauche, j'ai surligné la section concernant les 500 000 $. À droite, j'ai mis le transfert bancaire montrant l'argent quittant le compte. J'ai ajouté une flèche rouge pointant vers l'achat du concessionnaire Mercedes. Légende, l'argent laissé pour l'éducation de Maya a été utilisé pour acheter les actifs professionnels de William. Page 4, la voiture. J'ai mis le reçu de la Mercedes que Brooklyn conduisait. Légende, acheté avec les fonds du fonds de fiducie Maya Miller. Page 5, l'investissement de Kevin et Michelle. C'était la page la plus difficile à faire. J'ai mis le transfert entrant de Kevin, puis le transfert sortant vers Brooklyn. Je les ai mis côte à côte. Légende, les économies de retraite de l'oncle Kevin ne sont pas investies dans la tech. Elles sont transférées directement à Brooklyn Scarlett pour son usage personnel. Page 6, les dépenses de Brooklyn. J'ai listé les achats. Gucci, Ritz-Carlton, Sephora. Légende, comment votre argent d'investissement est réellement dépensé. Page 7, la conclusion. J'ai écrit un résumé. Total volé à Maya, plus de 600 000 $. Total volé à Kevin et Michelle, plus de 240 000 $. Total dû à la famille, plus de 840 000 $. Ma dette de 248 000 $ est considérée comme payée en totalité. J'ai enregistré le fichier. Audit familial PDF. Il faisait 20 pages. C'était froid. C'était factuel. C'était dévastateur. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai tapé les destinataires à William Miller, papa, Elena Miller, maman. CC. Brooklyn Scarlett. CC. Kevin Miller, oncle Michelle Miller, tante. CC. L'avocat de la succession de grand-mère Rose. CC. Le conseil d'administration du cabinet de conseil de mon père. J'ai hésité sur le dernier. Le conseil d'administration. Cela détruirait sa carrière. Cela mettrait fin à sa vie professionnelle.
J'ai regardé à nouveau la facture sur mon bureau. Frais de dérangement. J'ai ajouté le conseil d'administration. Je n'ai pas écrit de message dans le corps de l'email. Je n'ai pas écrit « Je vous déteste » ou « Comment avez-vous pu ?» Tout ce que j'écrirais n'aurait l'air que d'une réaction émotionnelle. Cela leur donnerait une faille pour m'attaquer. Oh, Maya est juste hystérique, dirait-il. Le silence est plus difficile à contester. J'ai joint le fichier. La barre de progression s'est déplacée sur l'écran. Bleue, régulière. J'ai ressenti un moment de peur. Une fois que j'aurais envoyé ceci, il n'y aurait plus de retour en arrière. La famille était finie. Les dimanches étaient finis. Les vacances étaient finies. Je serais effectivement orpheline. Mais j'ai alors réalisé que j'étais déjà orpheline. Ils m'avaient abandonné hier dans le jardin. Ils m'avaient abandonné quand ils avaient volé l'argent de ma grand-mère. Ils m'avaient abandonné quand ils avaient décidé que j'étais une ligne de bilan, pas un être humain. Ce n'était pas une attaque. C'était une autopsie. Le corps était déjà mort. Je montrais simplement à tout le monde comment il était mort. J'ai déplacé la souris vers le bouton d'envoi. Mon doigt a plané au-dessus de la souris. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti l'air confiné de mon appartement. J'ai senti la douleur dans mes pieds. J'ai senti la faim dans mon estomac. Au revoir, ai-je dit. J'ai cliqué. Message envoyé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas attendu de voir s'il le lisait. Je savais qu'il le ferait. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je l'ai bu d'un trait. Puis je suis allé à ma porte d'entrée. J'ai enclenché le pen dormant. J'ai mis la chaîne de sécurité. J'ai coincé une chaise lourde sous la poignée. Je savais ce qui allait suivre. Le silence était l'arme, mais l'explosion approchait. Je me suis assise sur mon canapé. Je me suis enveloppé dans une couverture. J'ai attendu. 5 minutes ont passé. 10 minutes. Puis mon téléphone s'est allumé. Appel entrant. Papa. Je l'ai regardé sonner. Je ne l'ai pas touché. Appel entrant, papa. Appel entrant, maman. Appel entrant, Brooklyn. Le téléphone vibrait encore et encore. Il dansait sur la table basse. Puis les SMS ont commencé. Papa, Maya, décroche ce téléphone. Papa, qu'est-ce que tu as envoyé? Maman, tu es folle? Tu as envoyé ça au conseil d'administration. Brooklyn, supprime-le. Supprime-le tout de suite. Tu gâches tout. J'ai regardé les messages défiler. Ils paniquaient. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur. Puis un SMS différent est arrivé. Oncle Kevin, Maya, est-ce que c'est vrai? J'ai pris le téléphone. J'ai tapé un mot. Oui. J'ai reposé le téléphone. La guerre avait commencé. Mais pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui cherchais à m'abriter. C'était moi qui regardais l'incendie. Le bruit n'a pas cessé. Pendant 3 heures, mon téléphone a vibré constamment. C'était comme un être vivant dans la pièce. Mon père a laissé des messages vocaux. J'en ai écouté un. Maya, tu dois annuler cet email immédiatement. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur que tu as été piraté. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Je vais te détruire. Tu m'entends? Je vais te poursuivre pour diffamation. Sa voix tremblait. Il n'était pas en colère. Il était terrifié. Il savait que les relevés bancaires ne mentaient pas. Il savait qu'il ne pouvait pas poursuivre pour diffamation si c'était la vérité. Puis ma mère a appelé. Son message vocal était différent. Elle pleurait. Maya, ma chérie, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger cela. Nous ne voulions pas te faire de mal hier. Nous étions juste stressés. S'il te plaît, ma puce, pense à la famille. Pense à ta sœur. Je l'ai supprimé. Pense à ta sœur. C'était toujours le même refrain.
Je devais m'immoler par le feu pour que Brooklyn reste au chaud. Plus maintenant. Puis la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie polie. C'était un poing qui martelait le bois. Maya, ouvre cette porte. C'était mon père. Je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas bougé. Maya, je sais que tu es là. Ouvre cette foutue porte. Il a donné un coup de pied dans la porte. Le cadre a tremblé. La chaise que j'avais coincée sous la poignée a tenu bon. Je me suis levé lentement. Je me suis approché de la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Je me suis tenu de l'autre côté. Va-t'en, ai-je dit. Ma voix était calme. Cela m'a surprise de voir à quel point elle était stable. Ouvre la porte, a-t-il hurlé. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Le conseil d'administration m'a appelé. Ils me suspendent en attendant une enquête. Kevin est en route pour chez moi avec un avocat. Tu as détruit cette famille. Je ne l'ai pas détruite, ai-je dit à travers le bois. J'ai juste allumé la lumière. Espèce de petite peste ingrate. Après tout ce qu'on t'a donné. Vous m'avez donné une facture, ai-je dit, rappelez-vous, 248 000 $. Je viens de la payer. Il s'est tu. Je l'entendais respirer lourdement de l'autre côté de la porte. Maya, a-t-il dit, sa voix descendant à un chuchotement désespéré. S'il te plaît, envoie juste un email pour dire que c'était une plaisanterie. Je te donnerai l'argent. Je te donnerai les 500 000 $. Je t'achèterai une voiture. Règle ça, s'il te plaît. Il essayait de m'acheter. Il pensait toujours que tout était une transaction. Il ne comprenait pas que certaines choses ne s'achètent pas. J'ai regardé le sol. J'avais imprimé quelque chose avant qu'il n'arrive. C'était une simple feuille de papier. C'était une impression du site web du ministère de la Justice. Les directives fédérales de condamnation pour fraude électronique et détournement de fonds. J'ai glissé le papier sous la porte. Il a fait un léger bruit de frottement. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. J'ai entendu le papier bruisser. Lis-le, ai-je dit. Un silence, un long silence. Tu m'as appris à calculer les coûts, papa, ai-je dit. Tu voulais que je connaisse la valeur des choses, alors j'ai cherché. C'est le coût de la fraude. C'est le coût de voler sa famille. Tu enverrais ton propre père en prison. Je ne t'y envoie pas, ai-je dit, tu t'y es conduit tout seul dans la voiture de Brooklyn. Maya. Rentre chez toi, William, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa. Rentre chez toi et parle à ton avocat. Tu vas en avoir besoin. J'ai entendu un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était un sanglot. Mon père, le tyran fort et arrogant, pleurait dans le couloir de mon modeste immeuble. S'il te plaît, a-t-il gémi. Pars, ai-je dit, ou j'appelle la police et je leur montre les fichiers à eux aussi. C'était du bluff. J'avais déjà décidé que je n'irais pas voir la police à moins d'y être obligé. Le fait que la famille sache suffisait, mais il l'ignorait. J'ai entendu ses pas traînant s'éloigner. Ses pas étaient lourds et lents. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Je tremblais maintenant. L'adrénaline quittait mon corps, me laissant faible. Mon téléphone a encore vibré. C'était un SMS de l'oncle Kevin. Kevin, je suis à la banque. Le directeur l'a confirmé. L'argent a disparu. Merci, Maya. Tu n'as pas détruit la famille. Tu as exposé un crime. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu plus tôt. Passe quand tu veux. Tu auras toujours un foyer chez nous. J'ai fixé l'écran. Des larmes ont brouillé ma vue. Tu n'as pas détruit la famille. C'était cela, la peur. C'était la culpabilité que je portais. Je pensais être la méchante. Je pensais être celle qui brisait les choses. Bureau Kevin voyait la vérité. Je suis retourné à la fenêtre. J'ai regardé la rue. J'ai vu la voiture de mon père s'éloigner. Elle faisait des écarts comme un conducteur ivre. Il était parti. La panique se déroulait maintenant dans leur maison. Les cris, les reproches. Brooklyn hurlant parce que ses cartes de crédit étaient refusées.
Ma mère pleurant parce que son statut social s'évaporait. Mais dans mon appartement, c'était le calme. C'était la première fois en 26 ans que je me sentais en sécurité. La chute ne s'est pas produite d'un coup. Elle s'est produite en un ralenti agonising. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai observé la situation à distance. Je ne suis pas allé à la maison. Je n'ai pas répondu à leurs appels. Je tenais mes informations de l'oncle Kevin et, étonnamment, des informations. D'abord, il y a eu le travail. 2 jours après mon email, mon père a été formellement licencié par le conseil d'administration. Les références morales qu'il avait utilisées pour me faire licencier se sont retournées contre lui. Le conseil d'administration ne voulait pas d'un PDG qui volait ses propres parents. C'était un risque. Puis sont venus les procès. L'oncle Kevin ne voulait pas poursuivre, mais il le devait. Il devait récupérer l'argent de sa retraite. Il a déposé une plainte au civil contre mon père et contre BS Lifestyle LLC. En raison de la poursuite, les actifs ont été gelés. Le tribunal a ordonné une saisie des biens pour payer la restitution. Je suis passé devant la maison un jour, environ 2 semaines plus tard. Je suis resté de l'autre côté de la rue. Il y avait des camions de déménagement dans l'allée, mais ce n'étaient pas des déménageurs de luxe. C'étaient des équipes de liquidation désignées par le tribunal. J'ai vu des hommes transporter les meubles. La table de salle à manger antique où je n'avais pas le droit de parler. Les canapés chers, l'art sur les murs. Tout était étiqueté et chargé. Ce n'était que des objets sans l'éclat pour les soutenir. Ce n'était que du bois et du tissu. Puis j'ai vu la voiture. Une dépanneuse reculait vers le garage. Ils ont attelé la Mercedes blanche. La voiture de Brooklyn. Et puis j'ai vu Brooklyn. Elle est sortie de la maison en courant. Elle n'était pas maquillée. Ses cheveux étaient en bataille. Elle portait un jogging. Vous ne pouvez pas la prendre, a-t-elle crié au chauffeur. Elle est à moi. Mon papa me l'a achetée. Le chauffeur ne l'a même pas regardée. Il a continué à actionner ses leviers. La voiture s'est soulevée dans les airs. Papa, fais quelque chose, a hurlé Brooklyn. Mon père est sorti de la maison. Il avait l'air d'avoir pris 20 ans. Ses épaules étaient affaissées. Il portait un vieux t-shirt. Il avait l'air vaincu. Il n'a pas regardé Brooklyn. Il a juste regardé la voiture partir. Elle est partie, Brooklyn, a-t-il dit calmement. Mais qu'est-ce que je suis censé conduire, a-t-elle hurlé. Comment je suis censé aller au brunch? Prends le bus, a-t-il dit. J'ai presque ri. L'ironie était parfaite. BS Lifestyle LLC a été dissoute. La marque de Brooklyn est morte du jour au lendemain. Lorsque la nouvelle a éclaté qu'elle finançait son style de vie en volant son oncle, ses abonnés Instagram se sont retournés contre elle. Les commentaires étaient brutaux. Voleuse, fraudeuse, rend l'argent. Elle a supprimé son compte 3 jours plus tard. Sans argent et sans influence sociale, Brooklyn n'était plus personne. Elle n'avait pas de diplôme. Elle avait abandonné ses études. Elle n'avait aucune expérience professionnelle. J'ai eu des nouvelles de la tante Michelle une semaine plus tard. Brooklyn a trouvé un travail, m'a dit Michelle autour d'un thé. Vraiment, ai-je demandé. Où ça? Dans un magasin de vêtements au centre commercial. Elle plie des chemises. Elle plie des chemises. Oui. Elle a essayé de postuler pour un poste de direction, mais elle n'a pas de référence, alors elle travaille au niveau débutant. Au salaire minimum. J'ai hoché la tête. C'était justice. Elle travaillait enfin pour se payer les vêtements qu'elle portait. Mes parents ont dû vendre le domaine. Après avoir remboursé l'oncle Kevin, remboursé l'argent du fonds de fiducie qui est allé sur un compte bloqué pour moi et payé les frais de justice, il ne leur restait presque plus rien. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. C'était un appartement normal. Pas de jardin, pas de barrière, juste un endroit ordinaire pour des gens ordinaires. Le cercle social qu'ils aimaient tant s'est évaporé. Les amis qui étaient venus à l'anniversaire ont disparu. Personne ne voulait être associé à des détourneurs de fonds. Ma mère, qui était autrefois la reine de la scène sociale, était maintenant une paria. Je l'ai vue une fois au supermarché.
Elle poussait son propre chariot. Elle regardait les prix. Elle a reposé une boîte de biscuits chers sur l'étagère pour prendre une marque générique. Elle m'a vu. Je me suis figé. Je me tenais au rayon des fruits et légumes. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient tristes. Elle avait l'air petite. Je pensais qu'elle allait hurler. Je pensais qu'elle allait me maudire. Au lieu de cela, elle a simplement regardé le sol. Elle a fait demi-tour avec son chariot et s'est éloignée. Elle avait honte. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait de la honte. Je l'ai regardée partir. Je ne me sentais pas joyeuse. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais tout simplement rien. Le cordon était coupé. C'était juste une femme dans un supermarché. Elle n'était plus le monstre sous mon lit. Le royaume qu'ils avaient bâti sur des mensonges s'était effondré. Et il avait suffi d'une personne disant la vérité. Cela fait 2 mois depuis la fête. Ma vie est calme maintenant. J'habite toujours dans mon petit appartement. Je m'y plais. J'ai l'impression qu'il m'appartient. J'ai reçu la prime de rétention de mon travail. J'ai eu l'augmentation. Et, étonnamment, j'ai récupéré l'argent du fonds de fiducie. Le tribunal a saisi les actifs restants de mon père pour le rembourser. J'ai 500 000 $ à la banque. Je n'ai pas acheté de Mercedes. Je n'ai pas acheté de vêtements de marque. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai remboursé ma dette de carte de crédit. Et j'ai placé le reste. C'est mon fonds de liberté. Cela signifie que je n'aurai plus jamais besoin de dépendre de qui que ce soit. Je suis assise à mon bureau un samedi matin. Le soleil brille à travers la fenêtre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier, la vérité, est toujours sur mon bureau. Je l'ai ouvert. Je regarde les fichiers une dernière fois. La facture, les relevés bancaires, l'email. Tout cela appartient à l'histoire maintenant. C'est l'histoire d'une personne différente. Une personne qui avait peur. Une personne qui voulait être aimée par des gens incapables de l'aimer. Je n'ai plus besoin de ces fichiers. Je n'ai plus besoin de preuves. Je sais qui je suis. Je sélectionne le dossier. Je fais un clic droit et je supprime. Une boîte de dialogue apparaît. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la vérité? Je souris. Oui. Le dossier disparaît. Je regarde par la fenêtre. La ville s'éveille. Je vois des gens promener leurs chiens. Je vois des couples se tenir la main. Je suis seul, mais je ne me sens pas seul. Je dîne avec l'oncle Kevin et la tante Michel tous les dimanches. Nous cuisinons ensemble. Nous rions. Ils ne me jugent pas. Ils ne m'envoient pas de facture. Ils m'aiment tout simplement. Je réalise quelque chose d'important. La famille n'est pas une question de sang. Le sang fait de vous des parents. L'amour fait de vous une famille. Mes parents et Brooklyn étaient mes parents, mais ils n'ont jamais été ma famille. Je prends mon téléphone. J'ai un SMS de David, mon patron. David, excellent travail sur l'audit de sécurité cette semaine, Maya. L'équipe a de la chance de t'avoir. Je réponds. Maya, merci, David. J'adore ce travail et c'est vrai. J'adore mon travail. J'adore ma vie. Je me lève et je m'étire. Je me sens légère. Le poids a disparu. Le lourd portfolio en cuir a disparu. Les attentes ont disparu. Je me dirige vers le miroir du couloir. Je me regarde. Je vois une femme qui est forte. Je vois une femme qui a traversé le feu et qui en est ressortie sans brûlure. Je ne suis plus une victime. Je ne suis pas la fille de voleur. Je suis Maya. Et pour la première fois en 26 ans, cela suffit. Je prends mes clés, mes propres clés de ma propre voiture simple, et je passe la porte. Le soleil est chaud sur mon visage.